Tu me feras pas croire ça. Si. Non. Si. Non. Si. Arrête. Tu le teases depuis presque 2 ans. Tu fais croire que le Parle Simpson dans les comics sortira pour que les fans restent abonnés. Tout le monde le sait, il sortira jamais en fait. Je t'assure que j'en parle aujourd'hui. Ceux qui ont vu les anciens Parlons Simpson se souviennent peut-être de la fois où j'ai parlé de Simpsons Illustrated, un magazine saisonnier qui, sous l'impulsion de Matt Groening et de ses amis Cindy et Steve Vance, est sorti de 1991 à 1993. Aux USA, on ne rêve pas trop pour l'Europe. Avec des interviews des membres du staff, des infos sur les personnages, des fan art, mais aussi des véritables news en rapport avec la série. Par exemple, dans le premier numéro, il y avait un faux numéro du Springfield Chopper et un poster. Avant internet, ça devait être une sacrée mine d'or. Il y avait même des petits bonus cool sans rapport avec les Simpsons, genre des versions bêta de Hey Arnold. Cool, non? Quoi? Les moins de 20 ans s'en foutent? Ah bon. Et donc, en janvier 93 est sorti un numéro avec des comics. Et ça a été un tel succès que ça a entraîné la création de Bongo Comics Group par Matt Groening. Et oui, Matt Groening a aussi créé une société d'édition de comics, toujours avec les Vance et Bill Morrison. Et donc, en novembre 1993, le premier numéro officiel de la série des comics aux Simpsons est publié aux USA au prix de 2,25$. De nos jours, c'est 4$. Enfin, 3,99$, pardon. Et le ton est donné dès le premier numéro, le comics se permettra d'être plus dingue que la série. D'accord, la série se permet des entorses au réalisme, et aujourd'hui on en a eu des épisodes dingues. Mais en dehors des Simpsons Horror Show, ce genre de choses se limite souvent à un gag. Mais une intrigue avec un Homer géant, car oui, c'est l'histoire du premier comics, plus encore à l'époque en pleine diffusion de la saison 5, c'était aller loin quand même. Et si beaucoup de comics s'en tiendront à des intrigues plus vraisemblables, il y aura tout de même beaucoup d'autres numéros aussi dingues. Une des choses amusantes, c'est qu'on peut trouver plusieurs intrigues de comics que la série utilisera plus tard. En 1996 est sorti le numéro 20, The Artist Formerly Known as Bart, où, plus de 12 ans avant l'échange, Bart échange sa place avec un garçon qui lui ressemble trait pour trait. En décembre 1996, le numéro 27. Dans The Fixed Homer Brain, Homer prend une pilule et, comme dans le cerveau, ça le rend plus intelligent. Plus singulier encore, 2 mois avant la sortie de l'épisode La bataille des deux Springfield est sorti All or Nothing, où Springfield se retrouve coupé en deux par un mur. Alors oui, ceux d'entre vous qui connaissent ces histoires me diront que les circonstances sont différentes. D'accord, dans l'album, Bart échange sa place avec un jeune chanteur célèbre, quand dans l'épisode, c'est avec un fils de riche. Dans l'album, Homer prend une pilule pour devenir plus intelligent, quand dans le cerveau, on lui retire un crayon qui s'est enfoncé dans le cerveau. Et le mur n'est pas construit pour les mêmes raisons dans la série et dans l'album. Et là, de toute façon, le délai était trop court pour que les scénaristes, même inconsciemment, se soient inspirés du comics. Tout de même, figurez-vous que les deux Homers, qui aiment très peu les saisons 10 à 12, comme vous le savez, pour beaucoup, aiment moins le cerveau que The Fixed Homer Brain. Durant la première année, les BD sortaient à un rythme de tous les 2 mois, puis de manière mensuelle, puis ce sera variable. Il faudra attendre le début des années 2000 pour avoir une publication mensuelle fixe pendant pas mal d'années. Dans l'intervalle, quelques autres pays ont aussi vu débarquer les comics petit à petit. L'Australie d'abord, en 1993 également, donc quasi simultanément avec les USA, le Mexique et l'Allemagne en 96, la Grande-Bretagne en 97, l'Italie en 98, généralement dans le même ordre que les USA, avec des petites différences parfois, pour les couvertures notamment, mais rien de très conséquent. Mais revenons-en en 93. Je le disais donc, dès le départ, les histoires pouvaient être assez dingues, et en la matière on a été servi, vu que la même année on débarquait les spin-offs en comics. Et oui, Bartman, Itchy et Scratchy et Radioactive Man débarquent pour quelques numéros chacun. Bartman aura même droit à une histoire continue. Radioactive Man particulièrement aura pas mal de bonnes idées. Genre, chaque numéro sera, pour la blague, numéroté comme si c'était un vrai numéro d'époque. Il y a soi-disant des dizaines, voire plus de 100 numéros d'écart entre 2 publications, comme si le premier datait des années 50 et le deuxième la décennie suivante, avec tous les changements de style que ça implique. Cela dit, aucun de ces spin-offs ne durera très longtemps. Avec les années, il y aura d'autres petites séries, bon je vous les cite pas toutes, mais 2 principales. Depuis 1995, les Cabanes de l'horreur, les Simpsons Horror Show si vous préférez, avec un numéro par an en septembre, pourquoi pas octobre plutôt, j'en sais rien. On en est donc à 23 numéros, tous contenant plusieurs mini-histoires comme dans la série, mais leur nombre a varié selon les années, généralement de 2 à 4. Et bien sûr, il y a eu la série Bart Simpson de 2000 à 2016, qui a duré 100 numéros pile poil. L'apparition a été assez irrégulière là aussi. Certaines années, un tous les 2 mois, d'autres tous les mois. La publication a beau avoir commencé plus de 10 ans après les débuts de la série, il semblait confirmer que Bart était la star à une époque où c'était Homer en réalité pourtant. Peut-être parce que la moyenne d'âge des lecteurs des comics était plus jeune, allez savoir. Je n'ai pas de preuves, c'est juste ma théorie. Mais j'en reparlerai. La même année que l'arrivée des comics Bart Simpson aux USA, en 2000, au mois de septembre, les comics de la série principale sont arrivés en France. 7 ans plus tard, avec une 50aine de numéros de retard.
Et je me souviens à 15 francs seulement au début. Et bon sang que les prix ont augmenté depuis. 15 francs, tu comptes pas l'inflation, ça fait que 2,30 € quoi. Ensuite c'est passé à 18 francs et puis après il y a eu l'euro. C'était édité par Panini Comics. Oui, Panini, les mêmes que pour les vignettes de foot. Logiquement, c'est à cette époque que Bibi a découvert les comics. J'aimais bien, j'en ai acheté quelques-uns par-ci par-là sans les collectionner non plus. Ce qui était sympa également, c'était le courrier des lecteurs. À l'époque où Internet existait, mais c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. On pouvait apprendre des trucs sur la série à l'époque, si tel produit dérivé était ou non disponible en France, on pouvait entrer en contact avec d'autres fans, envoyer des dessins. Je l'ai moi-même fait, mais les gens qui s'en occupaient n'étaient pas des parfaits abrutis, donc il n'a jamais été publié. Et désolé pour les aficionados des comics, mais je dois bien dire que personnellement, je trouve les comics bien en dessous de la série globalement. Au niveau scénar déjà, du moins de l'âge d'or. Bon, encore, les trucs farfelus c'est une chose, mais en qualité pure, il y a peu d'histoires aussi mordantes et noires que dans la série. Les gags aussi, c'est plus faible dans l'ensemble, et même les bons, c'est pas comme les entendre. Alors c'est pas évident à expliquer cette impression, mais en attendant, entre vu et lu, c'est moins efficace. Il y a aussi le dessin, alors au-delà des erreurs légères du genre la coloration du t-shirt de Bart qui est bleu au lieu d'être rouge, je trouve le style très disparate. Ça dépend des numéros, mais parfois certains dessins sont vraiment très très bofs. Et j'ai beau faire, il y a clairement un défaut qui me frappe, l'impression de mouvement. Je la trouve particulièrement ratée dans à peu près tous les numéros. Et bien que ce ne soit pas la faute des comics originaux, bien sûr, la traduction française est parfois assez moyenne. Des running gags de la VO sont traduits un peu trop au pied de la lettre quand on trouve des formulations plus intelligentes dans la série. Et d'autres fois, il y a des trucs un peu trop français, du genre je me souviens d'une allusion à Eddie Mitchell dans un numéro. What ? Est-ce pour ce genre de raison ? En tout cas, à une époque, on trouvait dans certaines librairies des numéros importés des USA. C'était des objets de collection pour nous autres Européens. Bonus transition, on parle de librairie. Dans les premières années sont sortis des compiles de ces comics regroupant pas mal de numéros, édités par Panini Comics et Dino. Ça coûtait à peine plus que le prix d'une BD classique, le nombre de pages variait, mais ça dépassait les 100, certaines allaient même au-delà des 150. Donc on avait pour ton argent et ça vous fait peu de place sur les étagères. Faut dire que, je l'ai déjà dit mais je le rappelle, les Simpsons en France avant l'arrivée sur W9 et le film, c'était très connu, mais c'était pas le même phénomène qu'aujourd'hui. Par contre, quelques mois après le film, comme par hasard, arrivent les numéros édités cette fois par Jungle, et là, ils les sortent en tome tout fin de 48 pages, parfois même moins. Bah oui, depuis l'arrivée sur W9 et avec la hype autour du film, les enfants connaissent bien, et ça peut être du coup massivement acheté, on en trouve même en supermarché, et ça coûte le même prix qu'une BD classique. Bah oui, c'est beaucoup plus rentable qu'un tome 3 fois plus épais pour juste un poil plus cher, hein. En plus, ça prend plus de place que les grosses compiles, en largeur, vu les couvertures, et en hauteur aussi. Revoyez les compiles Panini, le format était d'une taille, bon pas réduite, mais disons plus normale si je puis dire. Alors je ne sais pas si Jungle veut donner l'impression qu'on achète un gros truc, mais moi je vois ça comme un gros paquet pour un petit cadeau. Alors oui, il y a 2 ans, Jungle a sorti un format, je cite, extra colossal, le même genre de grosse compile que Panini ou Dino, à un prix proportionnellement plus avantageux donc. Mais il n'y en a que 2, et il aura quand même fallu attendre de nombreuses années. En attendant, aux USA, depuis juin 2012, il y a moins de numéros par an. Mais surtout, il est d'autant plus temps de parler des comics Simpsons qu'en octobre, ils se sont arrêtés outre-Atlantique après 245 numéros, avec un numéro spécial plus long. Faut dire que l'année dernière, 2017, pour Bongo, plusieurs de leurs comics sont devenus exclusivement disponibles en copie digitale. Ce qui me semble être une totale aberration pour des comics, mais bon. Seuls les Simpsons sont restés dispo en papier, mais aujourd'hui on le sait, temporairement seulement. Et puis le cofondateur de Bongo dont je vous parlais, Bill Morrison, est parti vers d'autres horizons, bosser pour le magazine Mad. Au final, le fait est que les BD Simpsons, je ne peux pas m'empêcher de les trouver... Hein ? Bon, là je veux dire, c'est clair, non ? Volontairement ou pas, elle me semble aussi s'adresser à un public plus jeune, ce qui est déjà ce que je trouve assez latent dans les saisons récentes de la série. Après, ne vous méprenez pas, hein. Je trouve ça quand même sympathique et divertissant. J'en ai lu plein avec les années avec plaisir. Il y a certains épisodes que je trouve vraiment pas mal. Simplement, ce n'est pas aussi bien que la série, quoi. Malgré tout, ils ont quand même eu une vraie histoire, avec, en comptant les divers spin-offs, plus de 400 numéros en 25 ans. Et ils ont aussi une vraie légitimité auprès de la profession, ils ont remporté 5 fois le prix Eisner, une des récompenses les plus prestigieuses dans le domaine de la bande dessinée. Respect. J'ajoute que, bien qu'officiellement le dernier numéro soit sorti, je ne serais pas surpris que dans pas si longtemps, connaissant l'industrie du divertissement, ça redémarre. Sur ce, merci d'avoir suivi ce 50e numéro de Parlons Simpson, les Simpson Maniacs, passez de bonnes fêtes et à la prochaine!